Dans l'actualité des idées aujourd'hui, comment le yoga a-t-il conquis le monde? On en parle avec notre invitée Marie Coq, journaliste au magazine Styliste, professeure de yoga, auteure à la découverte de Yoga, une histoire monde, de Bikram aux Beatles, du LSD à la quête de soi, le récit d'une conquête. L'histoire écrit-elle d'une grande contamination positive, d'une épidémie de guérison, une approche sociétale de ce phénomène mondial aux 300 millions d'adeptes? Bonjour à vous Marie Coq. Bonjour, Le merci de me yoga, recevoir. merci d'être avec nous. Le yoga, est-ce que c'est un sport? Alors c'est une grande question aujourd'hui. Hem, on Certains voudraient en faire un sport, notamment aux États-Unis, qui voudraient en faire un sport, olympique, mais c'est considéré encore comme une discipline, une pratique. On a beaucoup de mal à mettre un mot, en fait, sur le yoga. Donc pour l'instant, ce n'est pas un sport. La plupart des gens voudraient que ça ne reste pas un sport. Mais le fait que ça ne soit pas un sport, ça crée des complications justement pour dénombrer le nombre de yogis. Comme il n'y a pas de fédération, on n'a pas vraiment de compte. Donc on sort des chiffres de plus en plus gros et de plus en plus impressionnants. Mais en réalité, on a beaucoup de mal à vraiment les décompter. J'ai du mal à voir ce que ça pourrait donner en discipline olympique, le yoga. Alors ça existe en fait. Ça serait Il y a possible? déjà des Oui, championnats. des compétitions. Ouais, ouais, il y a des D'accord. compétitions en Inde et puis aux États-Unis où ça marche pas mal. Et ça ressemble à des compétitions de gymnastique où on a 6 figures à faire, on est noté de 1 à 6 et c'est la posture la plus parfaite qui gagne. Et donc, parce qu'il n'a pas obtenu cette reconnaissance, le yoga, jusqu'ici, qu'il n'a pas ses fédérations, ses adhérents, difficile en réalité, vous le dites, de disposer de chiffres fiables, celui de 300 millions. Ça, c'est une estimation qui vous semble assez conforme à la réalité? C'est une estimation optimiste, on va dire. Fourchette haute C'est alors. la fourchette haute, Mmh. parce que tous ces sondages aussi et ces estimations prennent en fait en compte si quelqu'un fait du yoga une fois dans l'année, il est compté comme un yogi. Donc, mais après, ce qu'on peut voir, de toute façon, que ce soit en France ou partout, c'est que les studios de yoga ouvrent de partout, qu'il y a de plus en plus de gens qui en font, et que voilà, aller au yoga, c'est comme aller au café ou comme aller à la boulangerie aujourd'hui, quoi. C'est d'ailleurs ce qui vous a inspiré aussi cette enquête. Vous-même, vous pratiquez, vous enseignez même aujourd'hui. Et c'est le point de départ de cette réflexion. Vous vous êtes demandé pourquoi ici, en France, pays qui n'a a priori pas inventé le yoga, il vous est apparu aussi normal à un moment d'en faire que de respirer l'air qui vous entoure. Vous évoquez les studios dans lesquels on peut aujourd'hui pratiquer, mais il y a aussi Internet qui a facilité la pratique du yoga, qui l'a démocratisé depuis quelques années. Des vidéos, des tutos qui fleurissent un peu partout. Désormais, le yoga peut se faire chez soi. Salut les yogis, c'est Ariane. Pour bien commencer l'année, je vous propose une séance de détox avec un accent sur les torsions qui permettent d'essorer les organes internes de toutes ces bonnes choses dont on s'est empiffré pendant les vacances. On va commencer par un exercice de respiration. Vous allez inspirer. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour venir travailler sur la fameuse ride du lion. Je vais vous faire découvrir le yoga du visage. Le yoga des yeux. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une séquence de yoga pour le mal de dos. Un cours de yoga pour s'affiner. Pour sculpter votre corps. Cette région qui souvent, chez les femmes, est l'une des 2 régions les plus flasques. Quel est votre objectif aujourd'hui pour être mieux, pour vous sentir mieux? Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Puis tous les êtres vivants, là, on peut être heureux. Om Shanti Shanti Shanti. Par ailleurs, j'organise une retraite en Inde du 8 au 17 mars prochain, dont le thème sera aussi la détox. Donc pour plus d'infos, je vous invite à cliquer sur le lien que vous verrez apparaître ici. Allez, on y va. Namasté. Et vous donnez, Marie Coq, notamment dans votre ouvrage, l'exemple d'une chaîne YouTube telle que celle d'Adrienne qui bénéficie, récolte plus de 4 674 000 abonnés. C'est absolument phénoménal. Des personnes qui, de chez eux, pratiquent, suivent aussi les postures à faire. Ça nous dit quoi des motivations qui touchent aujourd'hui la planète entière pour se mettre et pratiquer le yoga? En fait, sur les motivations, là, le sujet audio est bien fait parce qu'on entend très bien, très clairement que, surtout dans ces vidéos-là, mais ça marche aussi dans les cours, mais dans les vidéos, c'est très prégnant, qu'on fait du yoga avec un objectif extrêmement précis à chaque fois. On l'entend, c'est pour la détox, c'est pour les hanches, c'est pour le dos, c'est pour aller mieux, c'est contre la dépression, etc.
Ça, Internet, ça a beaucoup facilité cette façon d'envisager le yoga. Et donc, ça a permis en fait à chacun de trouver des objectifs extrêmement précis, extrêmement personnels, et d'y trouver dans cette grande foire aux vidéos, dont certaines sont plutôt bien faites. D'ailleurs, c'est pas du tout l'idée de fustiger ces vidéos Internet, mais il y a quand même comme ça une grande boîte à outils, et on va faire la séance dont on pense avoir besoin au moment où on en a besoin. Et donc, c'est vraiment une vision assez utilitaire du yoga. Qui est dans ces vidéos-là. Il y a quand même une forme de yoga qui est la plus populaire aujourd'hui, c'est le Hatha Yoga, le yoga de l'effort. Toutes ces formes modernisées se réclament, vous l'écrivez, d'un texte millénaire, des sutras, des Yoga Sutras de Patanjali. Toutes partent à peu près de la même source, de la même base, mais après chacun a fait aussi sa cuisine avec et a raconté, inventé un récit différent autour du yoga qu'il souhaitait voir se pratiquer, avec autant de chapelles d'ailleurs qui se sont déclinées autour. Est-ce que le yoga a dû beaucoup s'adapter de ce que vous avez pu retrouver en remontant aux sources du yoga pour s'exporter d'Inde, où il est originaire, à l'Occident aujourd'hui ? Oui, en fait, vraiment, l'histoire du yoga, c'est vraiment l'histoire d'une adaptation qui est faite dans une visée de survie, notamment sur le dernier siècle. Il mute particulièrement à partir des années 20, des années 1920. Donc là, il y a vraiment une grande bascule du yoga vers le yoga moderne, celui qu'on connaît aujourd'hui. Donc le Hatha Yoga, toutes les formes, tous ces yogas-là sont à peu près conçus à ce moment-là. Mais déjà en 1920, le yoga a beaucoup muté, par exemple. Aujourd'hui, ça paraît évident que faire du yoga, c'est faire des postures en respirant et de faire des salutations au soleil, suivies d'une relaxation, etc. En réalité, les postures arrivent extrêmement tard dans l'histoire du yoga. Les premières, elles arrivent au XVe siècle. Le chien tête en bas, par exemple, qui est la figure iconique de n'importe quel yogi qui se respecte, n'arrive qu'au XVIIIe. Au départ, c'est vraiment une philosophie. C'est une philosophie, c'est une forme d'ascétisme, etc. Mais déjà, rien que sa forme physique, c'est très, très récent. Donc, voilà. Et après, il y a vraiment dans sa forme moderne où là, elle devient à la fois et physique et ça devient aussi un système reproductible avec un ordre de postures et les différentes chapelles, effectivement, qui se créent. C'est-à-dire qu'avant les postures, il y avait quoi ? La méditation surtout ? C'était la méditation. La méditation. Et donc, même si on se réfère toujours au sutra de Patanjali quand on fait du yoga moderne, en réalité, lui, ce qu'il dit, alors il parle d'asana, mais quand il parle d'asana, il parle que d'un seul asana, qui est la posture assise, pour la méditation. Mais il n'est à aucun moment question de faire des acrobaties ou des salutations au soleil. Et quelle est en gros la philosophie qui se dégageait de ces sutras de Patanjali, la philosophie ou le langage presque particulier du yoga tel qu'il l'avait imaginé ? C'était... comme beaucoup d'autres, c'était un texte très minoritaire en fait à l'époque. On l'a ressorti, c'est le yoga moderne aussi qui a ressorti ce texte-là. C'était une école parmi d'autres pour échapper, pour accéder à la délivrance. Voilà, comme le bouddhisme l'a pu l'être. C'était comment on échappe à la grande illusion du monde, comment on déchire le voile de la Maya, qui est la grande illusion. Et donc, ce sont des préceptes pour arriver à ne faire qu'un avec Dieu, en gros. C'est vraiment la caricature extrême des sutras de Patanjali. Alors, tout au long de cette enquête, vous êtes aussi allé chercher à comprendre et à savoir si le yoga originel existait encore. Est-ce qu'il y a un yoga originel ? Mais vous avez aussi tenté de comprendre comment cette pratique indienne, née dans ce berceau indien, a pu se diffuser à une telle vitesse et pourquoi aussi l'Inde a accepté ou pas de voir son yoga réadapté, retourné, détourné par tant de pays dans le monde. Alors est-ce que pour vous d'ailleurs, l'Inde s'est fait déposséder ou est-ce qu'elle a activement participé à sa diffusion pour accroître ce qu'on pourrait appeler une sorte de soft power mondiale, pour reprendre les mots de Frédéric Martel le dimanche sur France Culture ? Il y a un petit peu des deux, mais effectivement, on a tendance à voir aujourd'hui le yoga dépossédé par l'Occident, la marchandisation du yoga, etc. En réalité, c'était la grande surprise là, de mon enquête, c'est qu'il y a eu vraiment un mouvement antérieur à cette récupération de l'Occident, où il y a eu justement en fait, une entreprise de séduction extrêmement volontaire de l'Inde vers l'Occident, et qui a été très bien pensée, qui a adapté le yoga pour que ça puisse répondre aux besoins de l'Occident. Et c'était dans une vision
assez nationaliste déjà à l'époque. Le yoga, à cette époque-là, était en train de péricliter en Inde. Ils étaient sous domination britannique et ils ont vu dans le yoga en fait une façon d'affirmer une science, une médecine qui était la leur et qui était antérieure à la venue des Britanniques. Aujourd'hui, c'est un petit peu muté, ça reste encore effectivement un outil de soft power. Mais avec des visées nationalistes, mais un peu différentes, puisque là, maintenant, Modi s'en sert en fait pour faire de l'Inde un pays hindou. Et voilà, donc, et avant que les musulmans arrivent, en fait. Donc ça, c'est vraiment son grand argument aujourd'hui. On va écouter à ce sujet un reportage de France 24 autour de la journée internationale du yoga, parce qu'elle existe maintenant, grande victoire pour l'Inde. Un cours de yoga géant et en plein air sur Times Square, l'un des plus célèbres carrefours du monde. Une tradition établie depuis désormais 14 ans pour fêter le jour le plus long de l'année. Mais depuis l'an dernier, le 21 juin est aussi la journée internationale du yoga, une journée mise en place par l'ONU sur proposition de l'Inde. New Delhi n'a pas lésiné sur le lobbying pour en faire adopter le principe. Avec ce mini-succès diplomatique, le Premier ministre Narendra Modi cultive ainsi à l'étranger une image pacifique. Mais dans son propre pays, il flatte la fibre patriotique de ses concitoyens et des nationalistes hindous, même s'il s'en défend. Ce n'est pas un rituel religieux. Le yoga vous donne le pouvoir d'apaiser votre esprit, renforcer votre corps, amener de l'uniformité dans la société à un niveau universel. Ce n'est pas une science religieuse qui vient d'un autre monde, ça appartient à ce monde. Mais le rassemblement géant organisé l'an dernier avait été boudé par le Congrès national indien, grand parti d'opposition dirigé par la famille Gandhi. Le parti hindouiste de Narendra Modi est soupçonné de vouloir changer la constitution pour faire de l'Inde un État hindou qui abandonnerait ainsi la laïcité au détriment des minorités chrétiennes et musulmanes. Rappeler au monde l'origine indienne du yoga serait selon les spécialistes l'occasion de pousser en ce sens. L'Inde n'est pas le pays où le yoga est le plus pratiqué, mais tout est question d'image. Le Premier ministre a été jusqu'à créer un ministère du yoga et de la médecine traditionnelle. Un ministère dont le budget communication était passé soudainement l'an dernier de 9 à 44 millions d'euros. Et le yoga a sa capitale mondiale, elle est en Inde, elle est à Rishikesh, c'est ça, Rishikesh, qui est une sorte de Disneyland aujourd'hui du yoga. C'est-à-dire qu'on a aussi mis en scène ce retour aux sources et aux origines de cette pratique avec un nombre de lieux-dits qui sont très très importants, où beaucoup vont en pèlerinage, essayer de recevoir le précieux diplôme ou semblant pour pouvoir pratiquer derrière. Oui, Rishikesh, c'est vraiment très emblématique de la façon à la fois dont le yoga s'est adapté, mondialisé, et comment quand même, plus il va se mondialiser et plus on va avoir envie d'un label authentique et on va avoir envie de fantasmer sur un yoga originel. Rishikesh, donc, qui a été un peu autoproclamé capitale mondiale du yoga, en réalité, il y a eu quelques ashrams un petit peu au départ, mais ce qui va faire exploser Rishikesh, c'est l'avenue des Beatles. Donc à Rishikesh, à l'invitation d'un gourou, ils vont y passer quelques jours en 68 et à partir de là, Rishikesh va exploser. Il y a énormément d'ashrams qui se montent, etc. Et donc aujourd'hui, quand on se balade dans Rishikesh, on pourrait se dire c'est incroyable, une telle richesse d'ashram, etc. Mais en fait, tout est assez récent quand même. Mais on va quand même là-bas en ayant l'impression de revenir aux sources, alors qu'on peut faire du yoga et qu'on peut faire aussi toutes sortes de pratiques New Age, de sortie de corps. Enfin bon, et qu'on peut manger des tartines d'avocat quand même, comme partout ailleurs, quoi. Alors après, comment la Californie va devenir presque la deuxième terre sainte du yoga? Comment le yoga va arriver jusque là-bas? On imagine que les Beatles vont ramener en Occident aussi dans leur bagage un peu de toute l'aura très positive qu'il peut y avoir autour de cette pratique. Mais comment on va passer l'océan et le pratiquer tant que ça? L'océan, il se passe avant les Beatles. Et quand vous dites une terre sainte, c'est exactement ça, parce c'est Yogananda qui va arriver en premier en 1920 en Californie. Et surtout, il va s'établir à Los Angeles. Et quand il arrive à Los Angeles, il dit « c'est la Bénarès de l'Amérique ». On va s'arrêter là. Et donc lui va commencer à monter des temples et à former comme ça les gens à un yoga qui est encore... À l'époque, pas un yoga très physique, c'est plutôt encore une philosophie. Mais voilà, donc là, ils vont commencer un peu à s'installer. Et en fait, ils vont partir et il sera suivi après par plusieurs gourous. Enfin voilà, c'est lui qui crée le précédent qui va faire que les gourous vont arriver en Californie.
Ils vont en Californie, bon, parce que c'est déjà une région qui est déjà un peu plus dans la contre-culture, qui est plus ouverte. Mais c'est aussi, enfin, ils vont quand même aux États-Unis parce qu'ils veulent passer par l'Occident sans passer par un pays qui appartient aux colonisateurs. Et justement, bien avant Frédéric Martel, ils comprennent déjà la puissance du mainstream et ils comprennent que c'est en passant par les États-Unis et notamment par Hollywood, qui à l'époque est le seul endroit où il y a des représentants capables de toucher le monde entier grâce aux films qui sont diffusés un peu partout, que c'est là que ça doit se passer. Alors ça, c'est surtout Bikram Choudhury, c'est ça, qui va comprendre l'importance des relais d'opinion et qu'il va pouvoir trouver chez les stars. C'est-à-dire que si on les fait pratiquer, ça va pouvoir donner envie à une plus large frange de la population de s'y mettre aussi. Oui, Bikram, c'est celui qui va faire de ça un système. Mais avant lui, quand même, il y a des gourous qui ont Isherwood, qui ont Huxley, qui passent chez eux. Ensuite, Devi, qui est la première femme à ouvrir un studio en Californie en 1947. C'est aussi les actrices hollywoodiennes. Mais effectivement, Bikram, quand il arrive, lui, il va trouver en fait une espèce de business angel dans la personne de Shirley MacLaine qui va lui ouvrir toutes les portes et qui va faire aussi en sorte que les cours de Bikram, ce soit l'endroit où tout le monde doit être vu et on veut être vu à cette époque-là. Alors, Krishnamacharya, si j'écorche pas son nom, lui, c'est quand même celui qui va avoir aussi l'idée de faire du yoga un système et une pratique accessible à tous, reproductible, exportable aussi, qui s'adapte à tous les terrains sur lesquels le yoga va se rendre. Ce n'est pas la personne qui doit s'adapter au yoga, mais le yoga qui doit être ajusté à chaque personne. Ça, c'est magnifique. Et à partir de là, le yoga pouvait vraiment faire le tour du monde. Vous diriez que le yoga, en fait, c'est un récit qu'on s'écrit seul, qu'on adapte chacun à nous-mêmes, ou c'est quand même un storytelling qui a ses plumes à travers notamment ces grandes figures de gourous qu'il a pu avoir au fil des décennies? Pour l'instant, je trouve quand même qu'on l'écrit plutôt seul, parce que justement toute cette histoire-là est assez peu connue en fait. Ça a été très difficile. Moi, c'est aussi pour ça que j'avais fait cette enquête-là, parce que c'était des questions que je me posais et dont j'arrivais pas à trouver les réponses dans ce qui existait déjà. On ne raconte pas cette histoire comme ça. On raconte cette histoire comme une contamination positive. C'est juste comme si, comme par magie, tout le monde s'y mettait parce que c'est tellement parfait qu'on doit s'y mettre. Or, en réalité, voilà, il y a tout un storytelling, et puis aussi ça répond, je pense, à un besoin de spiritualité qui ne dit pas son nom aujourd'hui. On peut faire du yoga comme on pratiquerait une forme de religion, mais sans que ce soit aussi complexe et aussi stigmatisé, peut-être. Donc chacun peut trouver son récit. Et puis aussi, voilà, vraiment, c'est que comme tout le monde de toute façon vit dans un environnement de plus en plus mondialisé, le yoga quand même garde cette trace un peu exotique, même si effectivement je trouve que c'est un problème que ce soit vu comme quelque chose d'exotique, mais il y a quand même on raconte ça comme une sagesse ancestrale qui a traversé les âges sans bouger, et que donc si elle n'a jamais bougé, c'est que vraiment elle est tellement forte qu'on peut la prendre telle qu'elle. Donc le storytelling a quand même tendance à garder de côté cette histoire de conquête du yoga. Aussi populaire en Inde qu'aux États-Unis, où il a ouvert un centre de soins basé sur l'Ayurveda en Californie. Ses livres se vendent comme des petits pains. On va écouter le gourou de la santé, Deepak Chopra, qui rappelle que le yoga méditatif a réponse à tout. Je pense que dans le monde d'aujourd'hui, avec le stress, les conflits, l'injustice à la fois sociale, économique, le changement climatique, les guerres, les gens ont besoin de plus, quelque chose de plus profond, quelque chose de plus motivant pour comprendre le monde. Il faut des solutions créatives, créatrices. La méditation, c'est la possibilité d'aller chercher dans la partie silencieuse de soi, de l'esprit. Il y a de la créativité en soi, l'imagination, l'intuition, la prise de décision consciente, l'amour, la joie, la paix, la compassion, etc. De la même manière que vous pouvez allumer la lumière avec un interrupteur, ou vous pouvez augmenter l'intensité lumineuse, et bien, avec toutes les expériences de la vie, les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, ont une activité génétique, des gènes qui s'allument, qui s'éteignent, avec plus ou moins d'intensité.
Eh bien, on peut effectivement faire la même chose avec les gènes. On peut renforcer leur intensité. Et cela permet d'influencer, évidemment, en méditant, en dormant bien, en faisant du yoga, en travaillant sa respiration, en essayant de bien manger également. On peut réguler les gènes vers le haut et puis ceux qui ne sont pas bons vers le bas. Voilà Deepak Chopra qui parle de la lumière et vous l'écrivez aussi, Marie Coq, la grande quête du yoga, c'est le samadhi, cette illumination qui nous réconcilierait avec notre prochain, qui nous permettrait de nous tenir au monde aussi avec détachement. Là, on entend dans ces mots à lui toute la capacité de séduction du yoga dans nos sociétés modernes. Oui, et puis Deepak Chopra, c'est vraiment... Là, c'est vraiment le grand gourou moderne, parce que d'une part, il répond, on l'entend bien là dans cet extrait-là, il devance toutes les attentes du public occidental, tous les besoins du public occidental, et en même temps, il fait ce grand brassage d'idées. Chopra, il raconte... Enfin, moi, je suis allée voir une de ses masterclass, un de ses shows à la salle Playel. Et c'est vraiment, on a l'impression d'être dans un site conspirationniste, quoi. Alors c'est très positif et ça a sûrement il y a de bonnes intentions parce que c'est pour la paix et pour que chacun se sente bien, etc. Mais c'est toujours des liens pas possibles entre la méditation, la physique quantique, les guerres, enfin voilà ce qu'on entend déjà un petit peu. Et donc c'est quand même une espèce de grand charabia à la fois très plaisant. Mais qui quand même pose un peu problème. Mais en quoi? Où est l'arnaque pour vous là-dedans? Il n'est pas le seul, hein. Vous citez aussi Baba Ramdev, un autre gourou assez controversé qui navigue entre l'Inde et l'Occident. Alors l'arnaque, elle peut être, par exemple, Chopra, quand il fait ses masterclass, il dit donc il y a bien sûr la méditation, etc., mais aussi des produits qui sont achetés en exclusivité dans sa fondation. Donc il y a déjà ça qui pose un peu problème. Et après, je trouve qu'il y a une arnaque encore une fois qui est pas si terrible, pas si terrible que ça, on peut dire, mais il y a une arnaque un peu intellectuelle. C'est de vouloir à tout prix, enfin le fait que cette histoire, par exemple du yoga, que l'histoire du yoga, la sociologie du yoga n'existe quasiment pas dans les discours, mais qui est ce discours un peu scientifique et souvent pseudo-scientifique, parce que la science travaille vraiment sur les effets du yoga. Mais là, je sais pas, il y a quelque chose de intellectuellement qui est quand même très très compliqué. Pour revenir un petit peu à votre question d'avant, aussi Internet, justement, là aussi, permet de diffuser beaucoup, c'est énormément de raccourcis. Bon, après, effectivement, ça rend pas le yoga forcément moins efficace, mais intellectuellement, c'est un peu gênant. Mais c'est perçu par beaucoup comme une nouvelle spiritualité, presque, le yoga, hein, moins encombrante qu'une religion, sans finalité collective. C'est une spiritualité qui est presque parfaitement en phase avec notre époque individualiste. Pour vous, Marie Coq? Oui, bien sûr, parce que c'est en tout cas, la spiritualité du yoga, comme elle est présentée massivement aujourd'hui, c'est une spiritualité donc qui est personnelle, qu'on peut adapter selon ses besoins et selon ses attentes, et en plus qui sert à ça c'est aussi la grande, alors peut-être que l'arnaque du yoga elle est ici, mais c'est que toute cette promesse de spiritualité, de retrait du monde, d'être quelqu'un de meilleur, etc., en fait sert quand même beaucoup à rester performant et présent dans la société dans laquelle on vit. Voilà, enfin je dévie un peu de votre question, mais on va toujours dire c'est incroyable le yoga, ce que ça peut faire de bien sur les enfants turbulents. Il y a des exemples aussi de quartiers de haute sécurité où le yoga. Donc certes, c'est super et moi je suis vraiment ravie. Enfin moi je pratique le yoga et j'entends bien le bien que ça peut faire, mais c'est aussi une façon aujourd'hui, ce yoga-là, de ne pas se poser les questions sur les structures, les infrastructures et sur la société, comment elle est gérée aujourd'hui. Faire du yoga à l'école, c'est super, mais s'il y a 40 élèves par classe, peut-être qu'il y a un truc à faire avant, quoi, quand même. Écouter son corps, retrouver son centre de gravité. Vous dites néanmoins que le malentendu sur le yoga moderne, c'est peut-être justement cette assimilation au bien-être et à la détente. Culte du corps, quête de bien-être, la bonne santé semble être devenue un impératif moral, un diagnostic inquiétant pour deux auteurs suédois, ceux du syndrome du bien-être, traduit en France aux éditions de l'Échappée. Ils s'appellent Carl Cederström et André Spicer. Le bien-être, c'est la recherche du bonheur et la santé. Le bien-être réunit ces deux principes. C'est comme ça qu'on s'épanouit.
Habituellement, on oppose le bien-être à la maladie. On consulte quand on est malade. Mais si on vise le bien-être, on consulte quand on est en forme. On dépense des sommes énormes pour de nombreux services alors que tout va bien. C'est la maladie de ceux qui vont bien. Avant, le plaisir était interdit en société. Et aujourd'hui, on doit s'épanouir le plus possible. Mais il faut le faire de la bonne manière. Un burger et une bière, ça ne suffit pas. Il faut faire du yoga sur la plage, aller courir et prendre soin de soi. Cela crée une illusion de notre bien-être potentiel. On se dit qu'on pourrait toujours être plus heureux, plus en forme. On finit par s'en vouloir de ne pas être aussi heureux et aussi en forme qu'on devrait l'être. Cette quête de bien-être à laquelle répond, entre autres, le yoga, pour vous, Marie Cox, c'est la maladie des bien portants aujourd'hui ? Oui, et c'est aussi, on l'entend bien aussi dans cet extrait-là, c'est quand même que le but, c'est d'être extrêmement fonctionnel. Et ça répond à ça aussi, le yoga. C'est qu'on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête, on est fonctionnel. On est fonctionnel, et aussi cette spiritualité dont on parlait précédemment, ça permet d'être fonctionnel et d'avoir encore la foi, quoi. Donc, c'est vrai que pour une société, ça fait de très bons petits soldats. Donc ça peut être aussi un des problèmes. Mais je crois que j'ai perdu un petit peu le fil de votre question et je m'en excuse. C'est la maladie des bien portants. Mais oui, sur ce besoin qu'on a aussi... et puis d'être toujours, puis d'être toujours plus. Le yoga, effectivement, est de plus en plus performatif. Il faut faire ça se voit beaucoup sur Instagram notamment, mais là maintenant chaque posture est plus spectaculaire les unes que les autres. On crée de nouvelles postures d'équilibre tous les jours. Et sur ce côté performatif, justement, est-ce qu'on lui prête trop de bénéfices et des bénéfices absolument pas prouvés? On peut parler à la fois du côté aphrodisiaque et érotique du yoga, puisqu'il a été aussi, vous le racontez, récupéré entre autres par l'industrie du porno, par le marché du sexe et celui de la séduction, et notamment sur Internet. On peut aller aussi du côté de la santé, avec le yoga thérapeutique qui ferait des miracles. Est-ce que tout ça est établi, ou est-ce que ce sont finalement des qualités dont on charge le yoga qui ne seraient au fond même pas nécessaires? Ça fait partie des abus aussi du secteur et de ce business pour vous? Alors effectivement, on ne peut pas nier qu'il y a des effets très positifs du yoga, et c'est aussi pour ça que les gens commencent mais continuent aussi, parce qu'il y a vraiment des aspects qui sont tangibles chez chacun. Mais après, est-ce que c'est vraiment le yoga, ou est-ce que c'est une espèce de combo parfait entre des exercices de respiration, une meilleure prise en charge de son corps, de faire des assouplissements, du cardio toute la journée? Bon, ça peut pas être néfaste, ça peut produire que des choses bénéfiques. Sur l'érotisation du yoga, par exemple, aussi, peut-être que c'est le yoga, mais peut-être que c'est juste d'avoir une meilleure conscience de son corps, d'être plus souple, de pouvoir faire plus de choses, et d'être aussi dans une espèce d'attention et de vigilance à soi-même qui change les choses. Pour l'instant, je trouve que c'est quand même difficile de trancher, de savoir si c'est vraiment le yoga ou un ensemble de caractéristiques du yoga qui font que... Mais vous racontez d'ailleurs aussi l'influence du culturisme dans la manière dont le yoga s'est implanté partout dans le monde, avec sa promesse de vigueur et de santé. On a un parallèle qui est assez flagrant là-dessus aussi. Dans sa forme moderne, le yoga ne cesse de se présenter comme étant une pratique qui fait du bien au corps, même si l'idée derrière, ça reste de le transcender aussi. Oui, et ça c'est très consécutif justement de la domination britannique, parce que de vouloir faire du yoga quelque chose de très sportif et de très spectaculaire, même si encore dans les années 20 c'était un peu moins spectaculaire encore que ça ne l'est aujourd'hui, mais c'était aussi vraiment dans l'idée de montrer aux Britanniques qui eux arrivaient avec toute la culture de la culture physique, et puis la supériorité culturelle qu'ils pouvaient tirer de cette culture physique, que eux aussi avaient des techniques et des façons de rendre leur corps, qui était vu par les Britanniques comme un corps faible et comme un corps de sous-homme, quoi, donc un corps plus faible et moins fonctionnel, que eux aussi ils avaient comme ça ces techniques et une façon de faire des choses à leur corps qui allaient les impressionner, quoi.
Et vous racontez aussi dans cette enquête Yoga, une histoire monde, Marie Coq, comment s'est mis en place ce mélange de pratiques accessibles aussi à partir des sagesses anciennes, du mandala indien au dreamcatcher amérindien, de l'alimentation ayurvédique aux lectures de Tao et à la philosophie du moment présent. Vous parlez d'une sorte de menu best-of de la spiritualité qui ne s'encombre jamais de contexte géopolitique, d'histoire ni de pensée critique. À ce propos, dans ce menu best-of, est-ce qu'il peut aussi s'effondrer sous le poids de tout ce dont on l'a chargé, de sa naissance à sa quasi-disparition jusqu'à sa résurrection que vous nous racontez là? Est-ce que vous pensez que le yoga peut encore mourir? Alors, je pense pas qu'il puisse mourir, mais je suis à peu près certaine que, enfin, c'est mon hypothèse, mais que d'ici une vingtaine d'années, le yoga aura encore muté et qu'il y aura de plus en plus de gens pour dire quand même le yoga, c'est plus ce que c'était vraiment mieux avant. Pourquoi vous le pratiquez, vous, toujours? Parce que moi, ça me fait beaucoup. Enfin, voilà, moi, ça me fait énormément de bien quand même. Et c'est aussi que je trouve que c'est une façon, effectivement, de faire du sport sans faire du sport. Ça crée aussi des choses très, très particulières. Voilà, dans l'enquête, vraiment, j'ai pas d'avis définitif sur le yoga parce que moi-même, je me surprends aussi à ressentir des choses que je n'aurais pas forcément ressentir. Et après, j'aime aussi l'enseigner parce que c'est une façon de parler avec des gens et de comprendre des gens sans passer par la parole que je trouve très intéressante. Vous enseignez de la manière la plus authentique possible? La façon la plus authentique, c'est de ne pas penser que j'enseigne quelque chose d'authentique. C'est ça le secret. Merci beaucoup à vous, Marie Coq. Yoga, une histoire monde de Bikram aux Beatles, du LSD à la quête de soi, le récit d'une conquête. C'est ce que vous faites dans cet essai enquête qui vient de paraître à La Découverte. Merci beaucoup. Un grand merci